Donc bonjour et merci d'être là. Donc nous allons d'abord vous proposer quelques définitions pour poser le débat et un bref panorama des impacts matériels de l'IA et des éléments pour penser les impacts sociaux de l'IA. Donc les deux côtés seront complémentaires. Et on va finir par une discussion sur donc, ce que nous avons proposé. Mais d'abord, on va commencer par un petit sondage. Un sondage à main levée. Alors, qui parmi vous connaît l'ensemble de ces logos? Qui sait à quoi chacun de ces logos se rapporte? Tous. Vous les avez tous? Ah. Qui en a au moins 2 ou 3? Ok, pas mal. Voilà, c'était pour voir un petit peu le niveau de familiarité de certaines des technologies dont on va parler aujourd'hui. Alors, la question suivante, c'est dans quelle mesure les IA génératives, donc par exemple ChatGPT, Copilot ou autres, vous ont-elles conduit à modifier vos manières d'enseigner et d'évaluer, donc évaluer, façon de poser les examens, etc. Donc, si vous l'utilisez beaucoup, et si ça modifiait beaucoup vos manières d'enseigner et d'évaluer, vous levez les 2 bras. Si c'est juste beaucoup, un seul bras, et puis graduellement jusqu'à pas du tout comme ça. Donc il y a beaucoup de bras qui ne sont pas levés, donc de manière générale, des pratiques qui sont peu modifiées en moyenne, ou c'est pas énormément modifié, sauf certaines. Et pour les personnes qui enseignaient, d'accord, non, mais tout à fait, il y a des personnes qui peuvent ne pas enseigner, donc vous ne répondez pas. Et si vous n'enseignez pas, il y a quand même des chances pour que vous écriviez des rapports ou des articles scientifiques. Et est-ce que vous faites usage d'IA générative dans ces tâches de rédaction, soit de rapports, soit d'articles, un usage nul, modéré, élevé ou énorme? Difficile de faire une moyenne. Il y a des personnes qui ne les utilisent pas du tout, et des personnes. Je vois personne qui a les 2 bras levés, qui a tenté de produire intégralement un article avec de l'IA. Et pour finir, alors là, je suppose qu'il y a encore moins de gens qui sont concernés. Est-ce que vous développez des travaux de recherche sur des LLM, donc qui exploitent, qui font des couches au-dessus, ou d'autres modèles d'IA générative sur les images, etc. Donc pareil. Large Language Model, grand modèle de langue. Il y a une personne qui fait des recherches ouais. Un peu en IA. Ok, merci. Il y a une petite musique. Bien, l'idée de ce petit sondage introductif, c'était de voir ensemble dans quelle mesure ces technologies, elles sont très présentes dans le monde de l'enseignement supérieur et de la recherche, comment elles ont pénétrer soit les activités d'enseignement, et pour les personnes qui enseignent, voilà, généralement on est immédiatement confronté à ce sujet, comment elles ont pénétré le quotidien de la recherche. Donc ce qu'on appelle le quotidien, c'est faire une petite recherche, se renseigner sur un sujet, écrire un article éventuellement, ou bien comment c'est devenu, alors ça date pas d'aujourd'hui, éventuellement le sujet de recherche de certaines personnes. Et la raison de cette présentation, de cette conférence que l'on donne avec Laure aujourd'hui sur l'IA, dans le cadre de cette journée, bon, mais tout d'abord c'est parce qu'on nous y a invités, merci, mais c'est également de se dire que ces technologies-là sont un très bon exemple de technologies qui s'imposent dans un certain domaine, qui produisent des transformations importantes, radicales, parfois mal pensées, et qui sont au cœur d'enjeux technoscientifiques, c'est-à-dire comment la recherche scientifique et la technologie sont entremêlées aujourd'hui, prises dans des intérêts financiers importants, et qu'on aurait donc tout intérêt à penser ça. Et donc, de manière de le faire, une que l'on peut souvent entendre, on a pris le titre d'un article du Monde
qui conclut, j'imagine que vous avez déjà entendu cette phrase-là, en disant de toute façon la question, c'est pas de savoir si on est pour ou contre, la question c'est de savoir comment l'utiliser, de savoir comment s'adapter, parce que elle est déjà là. Ce que l'on propose donc est effectivement un petit peu différent, c'est de ne pas baisser les bras, de développer une pensée critique sur ces technologies et d'essayer de penser la complexité de leurs effets. Voilà un peu le programme de notre présentation. Donc on va maintenant démarrer avec quelques définitions et pour poser de quoi on parle. Donc l'intelligence artificielle, c'est un terme et des questions qui sont émergées dans les années 50. Et au départ, c'était l'intégralité de ce qui fait notre pensée, nos méthodes d'apprentissage, nos créations, enfin tout ce qui fait que nous soyons humains. Et puis rapidement, en fait, il n'y a plus vraiment eu la recherche d'une intelligence qu'on appelle générale artificielle, mais c'est seulement de reproduire certains comportements. Et donc, depuis les années 70, il y a eu quand même beaucoup de développement sur des tâches spécifiques. Souvent, elles sont parfois reliées, mais enfin, donc, comme reconnaître la parole, comprendre et produire des textes, les traduire, la même chose sur les images, manipuler la connaissance et raisonner, ou classifier des données et apprendre à partir des données, ou récupérer des informations dans des quantités de données, et puis, pour la partie plus agentive, planifier, décider, agir de façon autonome et se déplacer pour la robotique. Donc l'IA s'est divisée de suite en deux approches. Une approche symbolique qui, pour beaucoup, était basée sur la logique, mais qui, en fait, est basée sur des représentations explicites des connaissances. Ça, c'est ce dans quoi mes recherches se rattachent. Et l'autre branche, qui est l'approche connexionniste à base de statistiques, qui, donc, les représentations des connaissances ne sont pas explicites, mais implicites. Elles sont dans les données et dans les probabilités qu'on peut en extraire. Et donc, cela sert surtout pour les méthodes d'apprentissage. On extrait des régularités des données. Là, je vous ai mis un petit dessin de ce qui correspond à des transformers qui sont à la base de l'IA générative. Et donc, cette approche connexionniste a un peu perduré donc, depuis les années 70, mais elle a décollé dans les années 2010 grâce à trois choses, et essentiellement à la base, grâce aux masses de données qui sont fournies par le web et les réseaux sociaux. Donc, c'est nous tous enfin, je ne me mets pas dans les réseaux sociaux, mais enfin, bon, nous tous qui avons alimenté cette chose-là et qui continuons à l'alimenter. Il y a eu une augmentation de la puissance de calcul, bien sûr, et puis un changement d'apprentissage, d'architecture. Donc, on est passé à l'apprentissage profond. Donc, il y a eu plusieurs couches, et puis une technologie qui s'appelle les transformers, qui permet le parallélisme et donc d'accélérer tout ça. Et donc, ça a permis l'apparition de façon très importante de l'IA générative, mais c'est récent. Donc, le premier grand modèle de langue, le fameux LLM, c'est en 2019. Puis, les premiers modèles de GPT dont on n'a pas beaucoup entendu parler, GPT, c'est Generative Pre-trained Transformer. À partir de novembre 2022, c'est l'explosion avec l'arrivée de ChatGPT. Et puis là, maintenant, on a d'autres choses d'OpenAI qui réfléchit pas à pas, par exemple, quelque chose d'assez étonnant. Alors, est-ce qu'on parle vraiment d'intelligence? Ça ne va pas être le débat ici. Donc, ce qu'il faut quand même tenir à avoir présent, c'est que l'IA générative de texte, comme ChatGPT, ne fait que prédire le mot suivant. C'est juste un étape par étape, et cette prédiction est basée sur la distribution de probabilité, et ce qui le rend non déterministe, parce que ça reproduit cette distribution de probabilité dans ce choix. Donc, voilà. Et c'est en plus un effet boîte noire, comme toutes les méthodes à base de statistiques. On n'a pas de représentation explicite des connaissances, donc on peut se poser la question, est-ce qu'il s'agit vraiment d'intelligence? Voilà. De quoi parle-t-on en général? Et donc, quand on dit IA, actuellement, c'est souvent de l'IA générative, et y compris de l'IA générative grand public, comme ChatGPT. Mais en fait, l'IA classique n'est pas morte, et il y a beaucoup de choses qui sont à base d'apprentissage qui ne sont pas de l'IA générative, des LLM, qui relèvent de l'IA classique, qui est possiblement beaucoup plus frugale. Il y a aussi de l'IA générative qui est ajustée
a une tâche spécifique et qui est aussi donc, des modèles plus petits et ciblés donc avec un impact moindre. Et donc, il y a bien sûr cette IA générative grand public dont vous avez sûrement tous connaissance, en tout cas pour ChatGPT. Ce qui est pour la suite là, important à voir, c'est que l'IA est difficile à isoler de l'ensemble du numérique. C'est les mêmes équipements, les mêmes data centers pour beaucoup. Les assistants IA sont de plus en plus embarqués dans les logiciels courants et surtout parmi donc ceux qui développent ces gros modèles comme ChatGPT sont partie des GAFAM et ils ne sont pas transparents. Hein. Contrairement à son nom, OpenAI n'est pas ouvert, donc on ne sait pas ce qui se passe dedans. Et donc leurs usages des data centers pour l'IA, c'est difficile à savoir. À le cibler, mais on va voir quand même quelque chose. Donc, première étape de voir, c'est les impacts matériels. Et comme je dis, l'IA est difficile à extraire, on va voir d'abord les impacts matériels du numérique en général et puis se focaliser plus sur l'IA. Je ne suis pas une spécialiste, une chercheuse sur les impacts matériels du numérique. Donc, je remercie une série de collègues dont c'est exactement le travail et de m'avoir fourni beaucoup de données là-dessus. Donc, on commence par l'empreinte de gaz à effet de serre, donc l'effet climatique. Et le numérique, il faut le distinguer entre les terminaux, hein, donc les ordinateurs et les téléphones portables, les réseaux, ce qui permet de passer de votre terminal au data center, et les data centers. Et là, le dernier rapport de l'ADEME et de l'ARCEP a été mis à jour en prenant en compte l'usage des data centers à l'étranger, qui sont effectivement très importants. Et donc, l'empreinte du numérique en France, qui est calculée sur les données de 2022, c'est-à-dire avant l'arrivée de l'IAG grand public, puisque ChatGPT, c'est novembre 2022. Et donc, c'est 4,4% de l'empreinte, de notre empreinte en France. Et dans le monde, c'est entre 2 et 4%, ce qui est comparable à l'aviation, au transport maritime, etc. Donc, c'est quand même important. Ce qu'il faut quand même garder en tête, c'est que le périmètre est difficile à délimiter. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas incluses, comme les services numériques embarqués dans cette étude. Hein. Les câbles sous-marins, les satellites ne sont pas... votre box Wi-Fi non plus. Il y a d'autres choses qui sont incluses qu'on peut se poser des questions. Enfin, en tout cas, le périmètre est difficile à délimiter. Et en plus, il y a énormément d'incertitudes dans les évaluations. Et ça va être vrai pour tout. Au-delà donc du climat... il y a d'autres impacts matériels. Et c'est en premier les métaux. Il faut beaucoup de métaux pour construire les machines du numérique. Par exemple, environ 50 métaux différents dans votre smartphone. Et puis, il y a des problèmes de criticité et de stratégicité, je ne sais pas si on peut dire ça, de l'Union européenne, mis en évidence en particulier par l'Union européenne. Et donc, il y a beaucoup de problèmes, des tensions sur les métaux, des conflits d'usage avec, par exemple, les énergies non renouvelables, les énergies renouvelables, oui, pourquoi il y a le N? Je me trompe. Et l'industrie en général. Et au fil du temps, il y a une baisse des concentrations. Bon, enfin, je ne suis pas spécialiste de ça. Nous avons une spécialiste dans la salle. Et le numérique, c'est, au-delà des métaux, c'est de la matière à travers l'énergie. Il faut de l'électricité pour faire tourner les machines, aussi pour les construire. Mais dans le monde, donc en France, l'électricité est assez réduite en empreinte de gaz à effet de serre, mais c'est quand même de la matière. Et dans le monde, l'électricité, c'est quand même 60% d'énergie fossile. Donc et puis, il faut aussi beaucoup d'énergie fossile pour extraire les minéraux, et de plus en plus à cause de la baisse des concentrations. Il y a aussi des problèmes sur l'eau, énormément d'eau pour refroidir les data centers,
pour extraire les minéraux, pour fabriquer les puces, donc beaucoup d'eau vraiment. Et la plupart, en particulier pour les data centers, c'est dans des lieux où l'eau se fait rare et la plupart des extractions de minerais aussi. Et donc il y a des conflits d'usage importants. Enfin, il faut construire les usines et les data centers, donc c'est du béton, du sable, des terrains, qui sont aussi des choses en tension. Et au total, ce qu'on peut retenir comme chiffre, c'est que en 2022, 1,7 tonnes de matériaux par personne et par an pour l'utilisation du numérique. C'est beaucoup quand même. Et enfin, il n'y a pas que de la consommation de matériaux, il y a aussi des pollutions. Donc l'extraction des métaux est très très polluante. Ça pollue l'eau. Là, vous avez une image d'une catastrophe lors d'une mine d'or au Canada. Et puis, à la fin de vie, le recyclage est en fait très, très, très insuffisant. Et il y a des grosses pollutions dans le monde à la base de la plupart des déchets qui sont brûlés. Enfin, le numérique, ce sont des gens, des travailleurs dans les usines, aussi des centaines de millions de gens pour l'IA spécifiquement qui font du travail du clic, pour faire le renforcement de l'apprentissage dans le sud global, et c'est assez horrible leurs conditions de travail. Et des choses aussi horribles au niveau de l'extraction, par exemple, du cobalt, des enfants dans les mines. Et bien sûr, les tensions dont je parlais sur les minéraux, ça crée des tensions géopolitiques et même des conflits armés, donc bien connus entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Maintenant, par rapport à l'IA même, c'est qu'il y a une forte croissance du numérique et c'était avant 2022 6% par an en moyenne dans le monde. Mais avec l'IA générative qui arrive, l'Agence internationale de l'énergie prévoit que la demande d'électricité double en 3 ans, entre 2023 et 2026, et arrive au niveau donc juste pour les data centers, arrive au niveau de la consommation du Japon. Entre 2019 et 2023, les 3 grandes entreprises, donc Microsoft qui héberge ChatGPT, Google et Meta, ils ont plus que doublé leur consommation d'électricité. Et cette consommation crée des conflits d'usage autour des data centers des États-Unis, et ce qui génère plus d'électricité sale, donc puisqu'ils ont besoin de plus que ce qui est disponible sur place, donc ça augmente la production d'électricité à base de fossiles. Et donc, l'électricité data center est plus sale que la moyenne. De fait, à partir de 2024, Microsoft et Google ont abandonné leurs objectifs de réduction de gaz à effet de serre. Ils avaient comme prévu d'arriver à zéro en 2030, au net zéro en 2030, et en fait, là, ça a décroché, et donc, ils n'y arrivent plus. Et pourquoi ceci ? C'est parce que, en fait, on pourrait se dire, mais oui, mais on va avoir de l'efficacité plus importante au niveau des équipements, des algorithmes, des modèles, et cette efficacité va nous permettre de redescendre, mais non. Il y a ce qu'on appelle l'effet rebond direct. Plus d'efficacité engendre plus d'usage. Donc, ChatGPT, c'est très facile à utiliser. Donc, vous augmentez votre usage. Mais il y a aussi ce qu'on appelle les effets rebonds indirects, c'est-à-dire l'IA générative comme accélérateur de la croissance. Et c'est ce que veulent les gouvernements. Ils investissent là-dedans pour pousser la croissance. C'est ce que veulent aussi les GAFAM, les Big Tech, pour avoir des retours sur investissements, parce que pour l'instant, ça ne rapporte pas vraiment d'argent encore. Et donc, ça se voit dans les scénarios existants. Il n'y a pas de scénario où ça baisse, il n'y a pas de scénario où ça n'augmente pas, il y a des scénarios où ça augmente beaucoup. Voilà. Pour ChatGPT, si on veut focaliser, finalement, ChatGPT est déjà le 5e site le plus visité du web, après Google, YouTube, Facebook et Instagram. En décembre dernier, c'était 1 milliard de requêtes par jour. Il y a des estimations, mais comme on sait pourquoi, c'est peu fiable.
c'est 100 gigawatts-heure par an juste ChatGPT, ce qui correspond à 7 millions de kilomètres en voiture électrique ou la consommation de 45 000 Français au niveau résidentiel. Et ceci, c'est encore avec l'usage actuel, c'est-à-dire vous êtes libre de l'utiliser ou pas. Mais bientôt, vous allez, avec les futurs modèles commerciaux pour qu'ils puissent gagner de l'argent, il va y avoir des assistants IA, c'est déjà le cas, un peu partout, et ça va se multiplier. Donc, vous n'aurez plus le choix. Ce qu'il faut quand même, avant de passer la main à la suite, c'est de savoir qu'il est impossible vraiment de calculer l'impact de ce qu'on appelle une inférence. La consommation, donc quand vous faites une requête GPT, ça dépend de la taille du modèle, ou de l'IA générative en général, donc du nombre de paramètres et de la complexité du prompt. Le nombre de paramètres, on en est à des milliards, et la complexité du prompt, c'est de votre propre chef. Mais aussi du nombre d'essais avant d'être satisfait du résultat. Ce qui est important de savoir, c'est que comme les modèles sont EPAC, on ne sait pas le nombre de paramètres. Et même pour les modèles ouverts, on ne peut estimer qu'une partie de la consommation, c'est-à-dire l'usage des GPU, pas le reste. Et l'empreinte effective dépend de quel data center est utilisé, avec quelle efficacité, quelle électricité, ce qui varie dans le cours de la journée. Et puis, il faudrait normalement s'attribuer une partie de l'empreinte de l'entraînement des modèles, ce qui est toujours plus gros et plus coûteux. Et en général, celle-ci est inconnue aussi. Mais comment l'attribuer à une inférence, il faudrait choisir, prendre un choix. Voilà. Donc on vient de voir que cette forte croissance de l'IA est liée à l'effet rebond. L'effet rebond, ça relève d'une dynamique sociale qui est induite par une technologie. Et là maintenant, on va explorer plus largement les effets sociaux de l'IA à travers ce que va développer. Oui. Merci Laure. Juste un petit point sur l'horaire. Il est 9h45, on vous avait promis une pause café à 10h, à nous aussi, mais on a démarré plus tard que prévu, et donc votre pause café va être un petit peu retardée. Je préfère vous prévenir, mais pas trop, ne vous inquiétez pas. Donc, penser les effets sociaux de l'IA, c'est la tâche à laquelle je me propose de là m'atteler avec vous. En commençant par cette expression-là du philosophe des techniques américain Langdon Wiener de somnambulisme technologique, et l'IA paraît être un très bon exemple aujourd'hui, un exemple un peu emblématique de somnambulisme technologique, c'est-à-dire de la façon dont une technologie transforme une société sans qu'on y prête vraiment attention. Et les raisons de cet état de somnambulisme sont liées d'une part à des visions réductrices de la technologie, de ce qu'est une technologie ou des technologies, ou simplificatrices, je reviendrai dessus, à des discours associés liés à ces visions qui produisent des effets de cadrage, c'est-à-dire qui mettent l'accent sur une partie mais qui oublient tout le reste, et le reste étant parfois plus important que cette partie-là, et à une occultation, une invisibilisation, consciente ou non, de la manière dont les technologies transforment les sociétés, c'est-à-dire l'organisation sociale, les rapports de pouvoir, éventuellement la culture, les modes de vie, voire même des transformations qu'on pourrait qualifier d'anthropologiques, qui transforment certaines facultés cognitives. Et donc l'IA est un exemple emblématique, à nouveau, je l'ai dit un peu en introduction, parce que c'est un domaine vraiment emblématique de ce qu'on appelle donc les technosciences, où on a de la recherche scientifique, du développement technologique, qui sont intimement reliés entre eux, et derrière ça, ceci étant poussé par des intérêts financiers. Et donc c'est ce genre de sujet qui se prête à ce somnambulisme technologique malheureux. Alors, la proposition, donc pas forcément pour bien penser les effets sociaux, mais peut-être pour moins mal les penser, en prenant deux exemples tout à fait distincts. Le premier, un usage de l'IA dans les administrations publiques, mais pas que. Et plutôt que l'IA, ce sera un usage de certains algorithmes, voire même du numérique. Et dans un deuxième temps, un usage individuel des fameux outils d'IA générative, au premier rang desquels ChatGPT. Donc, les algorithmes dans les institutions, quelques exemples d'usage aujourd'hui d'algorithmes dans les institutions. À la CAF, à la Caisse d'allocation familiale, il y a un scoring des personnes, un niveau de score qui est calculé automatiquement
pour essayer de détecter si cette personne va frauder ou pas. Voilà, c'est un algorithme qui est en place. Donc avec de l'IA, il y a eu de l'apprentissage. Parcoursup, donc là, il n'y a pas d'IA, mais c'est un algorithme qui attribue automatiquement, un peu de manière optimale, hein, c'est cette idée-là, une formation à un élève ou une élève qui en fait la demande. À France Travail, il y a des scores de suspicion qui cherchent à évaluer l'honnêteté des chômeurs, des scores d'employabilité, voilà, qui sont calculés. La reconnaissance faciale, qui est donc basée sur des techniques d'IA, elle est mise en place au système qui s'appelle PRFE, là, passage rapide aux frontières extérieures, à l'aéroport de Nice dans un premier temps. Et il y a eu un test de l'IA pour des détections de comportements anormaux lors des JO de Paris. On retrouve aussi des techniques d'IA pour l'analyse automatique des candidatures. Donc là, c'est pas le propre de l'analyse des CV, c'est pas le propre des administrations publiques. Et sur ces différents usages de l'algorithme, des algorithmes dans les institutions, ce qu'on peut observer, c'est que ça ne sort pas de nulle part. Là, j'ai mis la référence à l'ouvrage d'Alain Supiot, La gouvernance par les nombres. Il faut d'abord que la société se prête à une gouvernance par les nombres et qu'ensuite la société soit numérisée, c'est-à-dire qu'il y a un déploiement de technologies numériques, pour qu'on puisse envisager ce que Antoinette Rouvroy appelle une gouvernementalité algorithmique, où c'est finalement des algorithmes, alors qui ont été évidemment développés par des êtres humains, qui vont gouverner, prendre un certain nombre de décisions de type politique publique ou administratif plutôt, dans un premier temps. Et donc l'idée derrière, l'idéologie, c'est que en fait, un traitement automatique, ça serait plus neutre, plus objectif, plus impartial, et donc finalement plus juste qu'un traitement humain. Et le résultat, là je cite une source officielle, c'est que la décision administrative peut aujourd'hui être exclusivement fondée sur l'algorithme. Donc il y a des décisions qui ne passent pas par les yeux d'un humain, et c'est aujourd'hui admis. Alors qu'est-ce que ça entraîne ? J'ai mis la référence de l'ouvrage d'Hubert Guillot, qui est un ouvrage tout récent, qui fait une très bonne, un tour d'horizon de ces différents effets de la gouvernance algorithmique, hein, donc les algorithmes contre la société. Des éléments tout d'abord de discrimination, hein, c'est les fameux biais des algorithmes qui vont avoir tendance à amplifier des biais présents dans la société, hein, qui se retrouvent dans donc des biais de discrimination de sexe, de race ou de tout autre aspect. Et derrière ces discrimination amplifiée, vous n'avez pas de recours. Hein, c'est la force de l'algorithme qui fait foi. Il y a aussi cet aspect de bureaucratisation renforcée, donc de déresponsabilisation des personnes. Ça n'est pas moi qui ai pris la décision, c'est l'algorithme, c'est géré tout seul. Il y a des principes donc de surveillance, c'est-à-dire que donc ça c'est lié aussi au numérique. On peut se dire bon, c'est pas très grave, moi j'ai rien à cacher, mais la quantité de nos activités qui sont soumises comme ça à numérisation ne cessant d'augmenter, on peut se dire que si un jour on passait dans un changement de régime politique, etc., ce type de surveillance-là pourrait nous poser problème, même des choses qui nous paraissent aujourd'hui anodines. Et ça produit aussi des effets d'autosurveillance, de se dire, quand même, en fait, je sais que mes données, elles sont derrière traitées, donc je vais m'auto-gouverner. Et quelque part, c'est sans doute un effet recherché aussi de la gouvernementalité algorithmique qui va gouverner, où les individus vont intérioriser cette gouvernementalité sans avoir même besoin que les algorithmes le fassent pour eux. Et mentionnons aussi les risques de cybersécurité. Donc pareil, hein, c'est pas lié à l'IA ni même aux algorithmes, c'est essentiellement lié au numérique, mais vous avez nombre d'institutions qui s'arrêtent du jour au lendemain de fonctionner avec des effets très notables sur les usagers ou les personnes qui y travaillent liés à des cyberattaques. Donc ça, c'est le premier exemple des algorithmes dans des institutions publiques. Qu'est-ce que ça produit comme effet et cette difficulté éventuellement de les penser. Le deuxième exemple, celui sur lequel je vais m'attarder un petit peu plus, c'est celui des IA génératives, donc ChatGPT en particulier. Et c'est un peu des réflexions que j'ai menées suite à un agacement profond, je dois vous le dire, d'entendre cette phrase répétée « Non mais t'inquiète pas, ChatGPT, c'est juste un outil ». Donc, cette phrase, je ne la sors pas de nulle part. Voilà quelques documents officiels
officielles où on nous parle des IAG comme à des outils. Vous pouvez reconnaître peut-être des chartes de cette noble université qui nous accueille, où on dit que, alors j'arrive pas bien à le lire, mais voilà, ces outils, les outils d'IA générative, un outil de toute façon c'est ni bon ni mauvais, ça n'est qu'un outil conçu par des humains, ça c'est dans un document à destination des familles pour discuter avec ses enfants de l'IA. Donc, vous inquiétez pas, ça n'est qu'un outil fait par des humains. Et ça, c'est un document de l'INSPE qui dit que voilà, l'IA, c'est quand même une opportunité. De toute façon, c'est un outil pour les enseignants et les étudiants. S'il est bien utilisé, ça devrait bien se passer. Alors, derrière ce discours-là, on retrouve ce que certains ont appelé l'argument du couteau. C'est qu'avec un couteau, je peux faire le bien, je peux couper du pain pour mes amis, je peux aussi faire le mal, tuer quelqu'un. Qu'est-ce qui va dépendre de cette fin heureuse ou malheureuse? C'est juste mon choix à moi. Donc je suis seul responsable des effets produits selon que j'en fais un bon usage ou un mauvais usage. On retrouve cette idée-là dans cette phrase aussi bien connue. Une technologie, elle n'est ni bonne ni mauvaise en elle-même, il n'y a que des bons et des mauvais usages. Donc le raisonnement paraît implacable. Le problème, c'est qu'il occulte un certain nombre d'effets et de réalités de ce que sont les technologies et de comment elles interagissent avec la société. Cet argument du couteau, en fait, il reflète ce qu'on appelle une vision instrumentale de la technique, qui verrait dans la technique juste un instrument passif qui ne s'animerait, qui aurait ses effets que lorsqu'on se met à l'utiliser. Donc ça ne va regarder les effets de la technologie que sous le prisme de l'usage qu'en font les individus. Donc ce faisant, voilà, ça occulte des différences entre technologies, est-ce qu'on n'a que des couteaux entre nos mains, des conditions de possibilité de cette technologie, est-ce que fabriquer un couteau et fabriquer ChatGPT, c'est exactement la même chose, et troisièmement, des effets de structuration sociale de cette technologie. Donc l'écrasement des différences, il a quand même pour intention, généralement peu masquée, de rassurer. Vous inquiétez pas, c'est juste un couteau, ou c'est comme un marteau, tout dépend de l'usage que l'on en fait, ça n'est que ce que l'on en fait. Donc il y a une intention rassuriste qui rappelle, qui tient à souligner le fait qu'on contrôlerait cet outil, on le maîtriserait, on aurait le choix. Donc on voit quand même l'absurdité de dire, si on fait ce principe d'équivalence entre un marteau et ChatGPT et l'arme nucléaire, on voit bien qu'on ne peut pas penser ces différentes technologies de la même manière. C'est pourtant ce à quoi nous invite cet argument qui nous dit c'est juste un outil. Sous-entendu, c'est juste un marteau, et donc j'ai le contrôle et le choix. Ça nous paraît évident qu'entre un marteau et l'arme nucléaire, on ne va pas penser les choses de la même manière, ça devrait l'être de la même façon pour ChatGPT. Le deuxième élément, c'est l'occultation de ce que j'ai appelé les conditions de possibilité. Les conditions de possibilité, c'est tout ce qui est nécessaire à l'existence de ces technologies, tout ce qui doit être mis en place pour qu'elles aient pu être développées, pour qu'on puisse les utiliser. Donc les conditions de possibilité d'un marteau, elles sont plus ou moins, lors de son usage, en tous les cas, elles sont plus ou moins représentées dans cette figure. Vous avez l'outil, la personne qui va l'utiliser, et l'effet de l'usage, là, qui va être sur le clou. Alors il faudrait rajouter les conditions de possibilité, pour produire ce marteau, évidemment, voilà, il faut du bois, du métal. Dans l'économie mondialisée que l'on connaît, il y a des chances pour que le bout de métal il ait été forgé ailleurs, etc. Mais on arrive assez bien à appréhender. Maintenant, quelles sont les conditions de possibilité de ChatGPT, par exemple? Alors, on pourrait se dire que l'outil, il est là, devant nous, que l'utilisateur, c'est lui, et que l'effet de l'usage, il va se retrouver là. C'est pas tout à fait vrai. Quand j'utilise ChatGPT, forcément, il y a un effet, il y a quelque chose qui part dans un tuyau, qui va agiter un data center quelque part et qui va revenir ici. Donc déjà, on a quelque chose qui n'est pas localisé. Alors, c'est pas cette non-localisation qui change vraiment la nature des choses, mais avoir ça en tête, que c'est beaucoup plus large. Mais si on élargit encore un tout petit peu le spectre, c'est quoi les conditions de possibilité de cet outil là, donc vous verrez mettre des guillemets, Laure en a parlé, c'est toute la matérialité du numérique et donc de l'IA, c'est des data centers, de l'énergie, de l'électricité, des mines pour des usines de microélectronique qui consomment beaucoup d'eau, c'est énormément d'investissements en R&D. C'est beaucoup d'argent, donc d'énergie, de temps humain qui a été dédié à ces activités pour créer les infrastructures d'entraînement, payer du temps d'ingénieurs, développer des calculateurs haute performance comme les GPU, etc. C'est aussi de l'exploitation des travailleurs du clic,
pour les phases d'entraînement, Laure en a également parlé, c'est l'utilisation d'œuvres protégées par des droits d'auteur. Je mets Sam Altman là, qui s'est transformé un peu, qui s'est Miyazaki-isé, comme on a pu le voir il y a quelques mois. Et même si on monte un peu plus en amont, c'est la numérisation de nos sociétés, c'est le développement d'Internet comme un réceptacle d'une grande partie de nos connaissances qui est nécessaire à l'avènement de ChatGPT. Donc, il ne s'agit pas d'en faire un enjeu terminologique, mais à minima, plutôt que d'outils, on pourrait parler de système. C'est un grand système qui repose sur des infrastructures qui se sont développées dans le temps. Et la question, c'est est-ce qu'on utilise ou on contribue ou pas à ce système, qui n'est pas exactement la même chose que savoir si on utilise un outil ou pas. Et le troisième point, donc l'effet de cadrage de ces discours-là, c'est juste un outil, c'est de mal penser la structuration sociale, comment ça transforme, comment ça structure la société dans une certaine direction. Et pour illustrer ça, je propose de prendre le concept de dépendance au sentier, qui a première fois été illustré sur les claviers. On a des claviers d'ordinateur qui ne sont pas du tout ergonomiques pour taper nos textes, quelle que soit la langue. La raison vient des claviers, des machines à écrire, où cette répartition-là, qui n'est pas ergonomique pour nous, permettait d'éviter, selon les fréquences des lettres, des mots en anglais, et puis en français on est passé sur AZERTY, des croisements, des petits bras de manipuler. Voilà, les personnes plus anciennes connaissent ça, les plus jeunes peut-être un petit peu moins. Et ce phénomène de dépendance au sentier, on l'observe dans différents domaines, et l'histoire de l'automobile, son déploiement, ça fournit un très bon exemple, une très bonne illustration de ce phénomène de dépendance au sentier, où il y a des infrastructures qui ont été développées. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on est passé d'une automobile... Ah, j'ai pas la souris là. Comment est-ce qu'on est passé d'une automobile extrêmement minoritaire et qui gênait essentiellement le trafic à une automobile omniprésente et qui a structuré la société? Et bien, par ces mécanismes d'auto-renforcement ou des développements d'infrastructures comme des routes, mais aussi des infrastructures socio-économiques comme l'industrie automobile, l'industrie pétrolière, les banlieues résidentielles, etc., qui vont se renforcer mutuellement, et en quelque sorte, l'automobile appelle l'automobile, avec une forme de dépendance sociale qui est créée et qui contribue à son tour à accroître le développement de ces infrastructures selon ce mécanisme d'auto-renforcement. Alors on pourrait se dire, bon, mais c'est quoi la trajectoire donc on peut parler de trajectoire socio-technique, parce qu'on a une co-adaptation des infrastructures techniques et de la société. C'est quoi la trajectoire socio-technique de l'IA, là, qui a démarré en novembre 2022, ChatGPT? Qu'est-ce que ça va produire dans le futur? Pour comprendre ça, déjà, il faut comprendre que c'est le résultat d'une trajectoire ancienne, c'est le résultat d'une trajectoire socio-technique du numérique qui s'est déployée dans nos existences et dont on mesure à quel point il y a plein d'aspects de nos existences qui sont dépendants du numérique et où on n'a pas le choix de l'utiliser ou pas. Et donc, on pourrait se poser la question, quelles sont les dépendances au sentier que va produire ChatGPT à l'avenir? De la même manière que donc, ce phénomène de dépendance au sentier, que certains ont appelé le cercle vicieux de la dépendance à l'automobile. L'automobile, plus de trafic, on construit de nouvelles voies, ça appelle de nouvelles routes, etc. Eh bien, quel mécanisme d'auto-renforcement à quel mécanisme d'auto-renforcement va être soumis ChatGPT, va être soumis l'IA? Alors, c'est difficile de faire des prédictions, mais on peut se dire qu'il y a deux manières quand même principales par lesquelles ces mécanismes d'auto-renforcement se déploient. Le premier, c'est celui qu'on pourrait appeler une incontournabilité stricte, c'est-à-dire qu'on ne vous laisse pas le choix d'utiliser ces techniques, vous y êtes obligé par une réglementation, etc. Donc l'idée que j'aurai le choix ou pas, donc c'est comme un outil avec cet imaginaire-là, déjà là, est éliminé. Mais en fait, ça se passe rarement de cette manière-là, c'est plutôt des incontournabilités non strictes qui se multiplient et qui font qu'il devient trop pénalisant de ne pas l'utiliser. Donc combien de personnes ont dit non, moi le smartphone, on verra plus tard,
et puis au bout d'un moment, voilà. Donc ça, c'est un phénomène d'incontournabilité non stricte, avec deux exemples, hein, il y en aurait d'autres, hein, je survole un petit peu. Tout d'abord, ce qu'on pourrait appeler un décalage progressif de la norme d'une pratique sociale. Donc là, ChatGPT, c'est un système d'écriture automatique. Il y a la production d'images, je vais me concentrer là-dessus. Donc cette écriture automatique, c'est ce qu'elle permet, c'est un gain de productivité dans la rédaction, par exemple, de rapports dans une administration ou des devoirs scolaires de qualité acceptable. Et donc si la norme pour produire un rapport se décale vers, en fait, avant il fallait 3 jours, maintenant il faut une demi-journée, eh bien vous allez vous trouver comme ça pris par cette norme sociale du taux de productivité, du standard de productivité pour produire ce document-là. Le deuxième élément que je propose, c'est la perte de compétences. C'est évident, sur l'écriture, je vous assure que ça peut aller très très vite, vous l'avez peut-être déjà remarqué. L'exemple que j'ai mis, c'est évidemment celui du GPS, qui sait aujourd'hui aller d'un endroit à un autre un peu perdu sans un GPS. Soit on n'a jamais appris à faire avec une carte ou à s'orienter avec les panneaux, soit il y a quand même des chances qu'on ait perdu ces compétences-là. Voilà, juste ces éléments-là. Et alors, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que au début du XXe siècle, pardon, ça ne fonctionne pas, au début du XXe siècle, il n'était pas du tout évident de savoir comment cette histoire-là allait se terminer. Eh bien, en 2022-2025, il n'est pas du tout évident de savoir comment ces technologies-là vont structurer la société. Ce n'est pas au début qu'il est le plus facile de savoir ce que ça va donner après. Alors, quelques effets... Je suis à peu près dans les temps, ça va ? 41 minutes pour l'instant, pas mal. Quelques effets de ces outils. Tout d'abord, une citation que j'ai trouvée intéressante d'un article de 2 enseignants, un article de blog, qui dit qu'est-ce que ça permet ces outils au-delà de la productivité, de donner des idées, etc. Potentiellement, ça nous permet de nous libérer de la condition même de notre émancipation. La condition même de notre émancipation, c'est-à-dire esprit critique, c'est-à-dire se poser des questions, être capable de formuler une pensée de structurer une pensée complexe et de la transmettre à d'autres. Ça demande de l'entraînement et potentiellement, là, on me dit non mais ça c'est bon, on va vous en libérer de cette charge-là. Plus généralement, ça produit une standardisation, une uniformisation des textes, donc avec là aussi un décalage de la norme, du standard associé. Ça permet donc des gains de productivité de contenu, mais de contenu crédible. Donc, par exemple, vous allez pouvoir produire plus de rapports juste acceptables, voire bullshit. Il faudra pas être surpris qu'ensuite ces rapports-là soient également analysés automatiquement par des IA. Il n'y a pas de raison. Produire des articles scientifiques superficiels, voire complètement fallacieux. Je fais référence évidemment à des choses qui existent déjà. Produire des fake news en quantité. Voilà, c'est une formidable machine à produire ces contenus seulement crédibles. Ça peut engendrer aussi de la perte de sens parce qu'on passe d'une activité créative, alors effectivement qui peut être fatigante pour l'esprit, à une activité qui va être tout aussi fatigante mais plus rébarbative de vérification de ce qu'a produit le logiciel et vérifier est-ce que c'est cohérent, est-ce qu'il n'y a pas trop d'erreurs. Et cette disparition donc de l'entraînement ou même de l'activité en elle-même, du passage de la pensée à l'écrit et une activité qui évidemment forme l'esprit. Et dernier point là, que j'ai listé, il y en aurait d'autres, c'est comme ça quelques éléments un peu en vrac, la dépendance affective. Là on parle un peu de dépendance sociale, comment on se rend dépendant à un outil, et il y a aussi une dépendance affective très nette qui apparaît avec ChatGPT. Alors peut-être vous avez entendu parler de l'effet ELISA, la première IA conversationnelle, qui s'appelait ELISA et qui permettait à des gens de discuter avec elle, développée au MIT dans les années 70, et qui se présentait comme j'ai le terme en anglais, comme un psychologue, finalement. Et ça fonctionnait très très bien avec des choses extrêmement rudimentaires. Bon, vous imaginez bien qu'avec ChatGPT, qui n'est pas du tout rudimentaire dans les réponses qu'il vous fait et dans sa relance, donc pour maximiser votre taux d'engagement aussi à ChatGPT, le risque de dépendance affective est important et il est déjà avéré. Dernier point sur ce panorama donc
un peu en vrac des effets, ou de comment penser les effets de l'IA, la question des bons usages. On pourrait se dire, oui, mais là, vous avez fait une présentation extrêmement négative, à charge, mais il y a quand même des bons côtés de l'IA, et souvent, l'exemple qui est donné, c'est le domaine des applications dans la médecine. Quand même, si on peut sauver des gens, quand même, on ne peut pas se priver de ces technologies-là. Et souligner le fait que, je tiens à souligner le fait qu'il faut que tout le reste existe pour que ces bons usages puissent également exister. Si ces technologies sont développées, c'est parce qu'il y a des perspectives de retour sur investissement. Voilà, c'est dans ce paradigme de technosciences où on se dit que ces recherches scientifiques, cette technologie, vont pousser la société dans une certaine direction, dont certains vont tirer un profit financier. Sans cela, ça n'existerait pas. Donc on ne peut pas imaginer qu'on va investir des milliards, tous les milliards qui ont été investis, juste pour des applications en médecine. Ça n'existe pas, ça. Ces milliards, ils sont investis parce qu'il y a une perspective de rentabilité sur investissement des technologies, des applications associées. Et par ailleurs, à chaque fois, les idées de ça peut être bénéfique pour l'investissement, etc., ces éléments-là sont essentiellement spéculatifs aujourd'hui. Quand on regarde les faits, on n'a pas cette fameuse diminution des émissions de gaz à effet de serre ou une société qui aurait une empreinte carbone ou environnementale réduite grâce à l'IA. C'est quelque chose qui reste spéculatif. Donc, pour conclure, on peut se demander que faire face à cela. Et la position de départ qui est, on va dire, répandue, qui est l'IA est inéluctable, l'IA est déjà là et il n'est plus l'heure de savoir s'il faut s'opposer, mais il faut savoir comment vivre avec. Ça, c'est une position qui favorise l'impuissance et la perte d'esprit critique. Et de même, finalement, la position qu'ont certains collègues qui travaillent dans l'IA, c'est la position de neutralité de la recherche, qui est « je ne suis pas responsable de l'usage que les gens en font ». Et cette position, en fait, elle est difficilement tenable quand on sait que tout ça n'existe que parce qu'il y a des intérêts financiers derrière et pas avec tous les impacts en amont au niveau matériel et en aval au niveau social que cela a, c'est difficilement tenable. Et donc, quelques propositions qu'on soumet à la discussion, qui sont donc là les 3 lignes en bleu, c'est de dire, on peut assumer une position critique. Et on peut aussi le faire, par exemple, dans les chartes d'IA, dans l'enseignement supérieur de la recherche, plutôt que de commencer par, l'IA est inéluctable, l'IA est déjà là, et donc il faut faire quelque chose, on peut tout à fait s'autoriser à dire, en fait, on est quand même fondamentalement contre, pour telle et telle raison. Pour autant, il y a une forme de principe de réalité qui fait que c'est là, et donc on va faire avec d'une certaine façon, mais ne pas transformer l'inéluctabilité en une acceptation de facto. On peut distinguer les deux. D'ailleurs, vous remarquerez qu'on peut apprendre à vivre avec des choses, on peut apprendre à s'adapter tout en critiquant les choses et en s'y opposant. Le domaine de toutes les dégradations environnementales, c'est bien le cas. On essaie d'apprendre à vivre avec le changement climatique, mais on cherche à s'opposer au maximum à cette dynamique-là. On cherche à vivre avec les pollutions, pour autant on s'oppose aux pollutions. On cherche à vivre avec des tas de discriminations, d'inégalités dans le monde, tout en s'y opposant. Donc il ne faut pas opposer ces deux positions, de vivre avec et de critiquer. Il me semble qu'on peut les faire tenir ensemble. Et le dernier point, c'est de se prémunir des effets négatifs. Donc il y en a certains qui sont un petit peu évidents, des facultés cognitives auxquelles on tient profondément et qui vont se trouver non entraînées, diminuées, etc. Et donc ça peut être se dire de s'y entraîner, alors pas forcément individuellement, mais de mettre en place des activités dans l'enseignement, dans la recherche, pour ne pas perdre ces compétences, ces savoir-faire auxquels on tient. Voilà. Merci pour votre attention. Merci Olivier Lefebvre et Laure Vieux. On va prendre quelques questions, s'il y en a dans la salle. Ou bien tout était explicite, très clair. Ah, si on a... Sinon on peut en 2 jours du café. Ouais. On va prendre 2-3 questions et puis après on...
Bonjour, merci beaucoup pour cette présentation très intéressante. J'ai une question sur le contenu des chartes, parce que on a tous commencé à travailler sur des chartes et on voit qu'effectivement, comme vous l'avez dit, ça se transforme en charte de bonne utilisation. Et du coup, est-ce que vous avez quelques conseils sur peut-être la structuration qu'on pourrait mettre pour pas que ça soit juste ça en fait? Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? Est-ce qu'on y rajoute des descriptions de l'impact enfin de ce que vous avez présenté au départ? Comment on pourrait le structurer pour que ça apparaisse clairement et qu'on ne se résigne pas à faire juste une bonne utilisation? Donc oui, par rapport à ce premier point-là, oser assumer une position critique. Ça veut dire la proposition, c'est effectivement déjà de penser les effets sociaux, les effets environnementaux, etc., dans toute leur complexité, et donc de ne pas se satisfaire du c'est juste un outil, et si on en fait bon usage, ça sera un moindre mal. Ça peut signifier, vraiment, j'y réfléchis comme ça, hein, mais d'inscrire ces éléments-là en préambule de la charte, qui déjà, quelque part, développerait un esprit de technocritique chez les personnes qui iraient la charte. Deuxième proposition, moi j'avais animé un atelier auprès de personnel de l'enseignement secondaire qui s'intitulait ChatGPT est-il juste un outil? Et on avait pris du temps pour faire l'inventaire de ces conditions de possibilité, essayer de comprendre comment ça transformait la société de manière un petit peu insidieuse, etc. Voilà, ça peut être aussi par ce genre de pratique pour se sortir de ce somnambulisme. Oui, de la même manière qu'il est maintenant obligatoire d'enseigner le changement climatique et les méthodes pour s'en sortir, on devrait aussi enseigner les impacts du numérique et de l'IA en particulier. C'est bon. Je suis. Merci beaucoup pour cette présentation à la fois synthétique et impactante. Merci d'avoir soulevé des questions éthiques sur l'exploitation humaine, sur l'IA. C'est qu'on pense, vous avez parlé des fermes de personnes pour cliquer, mais on sous-estime souvent la modération sur Internet, à quel point elle est aujourd'hui basée sur l'exploitation des gens. On parle de ChatGPT notamment qui a employé des entreprises au Kenya pour modérer tout le contenu de ChatGPT durant son entraînement, mais aussi actuellement. Donc ça pose aussi des questions éthiques directes liées à ça. Et je voulais poser non, c'est pas une question, c'est plutôt un apport sur... aujourd'hui, on voit beaucoup de recherches qui sont faites sur l'explicabilité de l'IA, notamment appliquées aux algorithmes de... recherche d'emploi, de choses comme ça, enfin des cas très concrets de reconnaissance faciale. Vous auriez pu ajouter des chiffres, mais bon, il y aurait pu avoir beaucoup de choses à ajouter sur la capacité de l'IA à reconnaître des personnes en fonction de leur couleur de peau, par exemple, si on est un homme, si on est une femme, si on est blanc, si on est noir. Et aujourd'hui encore, il y a des choses assez fortes, et même sur la capacité à ChatGPT à affirmer des choses fausses. J'ai du mal à chercher des chiffres rapidement, mais du coup, il y a ChatGPT joue beaucoup de pipeaux, et du coup, des fois, dans la rédaction de documents de recherche, notamment, ou d'autres choses, de se rendre compte qu'en fait, des fois, on lit quelque chose qui est très convaincant, mais en fait, c'est entièrement faux, et on n'a pas forcément les outils pour pouvoir critiquer aussi ces résultats. Et dernière chose aussi, vous parliez d'impacts sociaux et déjà actuels. On peut parler des millions d'euros qui sont investis dans des ESN pour développer des outils publics qui pendant plusieurs années sont développés, puis à la fin sont genre inopérants ou inefficaces. Bon, vu que ça touche quand même des basses strates de la société, on s'en fiche. Finalement, l'interface des impôts est plutôt très fonctionnelle. Et aussi, même des députés qui proposent des amendements, des projets de loi pour réduire les fonctionnaires, avec comme seule justification le développement de l'IA. On peut quand même se poser des questions. Et voilà. Mais merci encore pour cette présentation. Oui, tout à fait. En fait, les problèmes éthiques liés à l'IA du fait des biais inhérents qui sont dans les données et qui ressortent par construction
Ce sont des choses qui étaient un peu plus connues, on n'a pas voulu focaliser sur ça, mais sur des choses peut-être un peu moins évidentes à tout le monde. Maintenant, vous avez raison, c'est un gros problème. Et c'est aussi un gros problème la qualité de ce qui est produit. Hein. Donc c'est plus de la moitié, hein. C'est autour de 60% par exemple, les gens qui ont fait sur synthétiser les nouvelles, c'est plus de 60% que c'est erroné. Hein. Donc, c'est même dans des benchmarks récents. Quoi. Donc, oui, le problème des fake news, c'est avec de l'intention, mais même du fait que c'est pas exploitable parce que c'est mauvais. Là, les gens, on perd conscience. Quand on utilise une machine, on perd conscience qu'on a une attribution de confiance trop facile. Oui. Merci. On va prendre une dernière question et on vous invitera après à poser les questions à la pause directement à Laure et Olivier. Oui, merci beaucoup pour cet exposé, vraiment très très bien. Juste dans ce rapport entre la recherche et l'IA, quand même, ça me pose de vraies questions sur qu'est-ce que est la recherche au final. Parce que si la recherche est la compréhension intelligente de phénomènes, on peut même se demander ce que vient faire l'IA là-dedans. Puisque l'IA, comme vous l'avez dit, c'est une boîte noire. Donc, cette définition de qu'est-ce que c'est la recherche, qu'est-ce qu'on veut en faire, enfin, philosophiquement, je pense que c'est quand même très important à se la poser pour ne pas faire n'importe quoi. Voilà, merci. Eh bien, vous avez raison, c'est une question importante, mais je pense que l'exposé de Guillaume Carbou et François Graner après peut-être abordera un petit peu cette question-là. Je vois pas trop de signes de tête qui acquiescent. En tout cas, c'est une vaste question et ça fait déjà 55 minutes qu'on parle. Et pour pas priver tout le monde de pause café, à commencer par moi, je proposerais peut-être, on n'a pas de réponse très très simple. Je pense que un des éléments, c'est quand même autour de ne pas croire que la recherche scientifique, c'est ce mythe de la science et donc ce mythe de la recherche scientifique, et donc bien regarder ce qu'est la pratique technoscientifique qui va depuis les laboratoires publics jusqu'aux laboratoires et aux entreprises de la tech, des big tech, comme on dit aujourd'hui, voilà, avec vraiment un continuum et des passerelles énormes entre les deux. Si on prend ce prisme-là d'analyse, ça paraît pas si surprenant, voilà, que dans les laboratoires, on forme les futurs ingénieurs de la big tech, par exemple. Cool.